Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, un nouveau phénomène en Israël. De nombreuses personnes souhaitent quitter le pays de peur d'un virage autoritaire, alors que les Israéliens continuent à manifester contre la réforme de la justice pour la 17e semaine consécutive. Les détails dans un instant. Nous irons également dans le nord-ouest de la Syrie. Vous verrez que les services oncologiques manquent cruellement de moyens. Cette région détruite par la guerre et le récent séisme laisse de nombreux patients dans le désarroi. Enfin, ce combat mené par des militantes féministes et des ONG en Égypte. Elles réclament l'amendement d'une loi ôtant la tutelle d'enfants mineurs à des mères veuves pour l'attribuer à la famille du père décédé. Une série télévisée a relancé le débat. Thamine El-Khitan viendra nous en parler. Mais d'abord, ces tensions qui sont vives dans les territoires palestiniens depuis l'annonce de la mort de Khader Adnan, un membre important du djihad islamique. Il est mort dans une prison israélienne après une grève de la faim de 87 jours. Son avocat a accusé les autorités israéliennes de négligence médicale. Le prisonnier refusait de subir des examens médicaux et de recevoir un traitement médical selon les autorités israéliennes. Et puis en Israël, pour la 17e semaine consécutive, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour protester contre la réforme de la justice à Jérusalem, Haïfa et Tel Aviv. Ils brandissaient des pancartes contre la dictature. Beaucoup d'Israéliens sont inquiets pour la démocratie. La réforme de la justice n'a pas été annulée mais gelée jusqu'à juillet. Dans ce contexte, certains Israéliens envisagent de quitter le pays. Alice Broga. C'est un document que cet habitant de Tel Aviv conserve précieusement. Ça, c'est mon passeport allemand. Je l'ai parce que mes parents viennent d'Allemagne. Ses grands-parents avaient fui l'Allemagne nazie pour s'installer en Israël. À présent, Tom Ziv cherche lui à faire la route inverse. Il a demandé des passeports allemands pour ses deux filles. Il ne voit plus l'avenir de sa famille en Israël depuis que le gouvernement a présenté son projet de réforme judiciaire. La loi que le gouvernement veut faire passer nous dirige vers un État où la dictature est possible. Comme Tom Ziv, des dizaines de milliers d'Israéliens manifestent depuis des semaines contre ce projet de loi qui vise à réduire le pouvoir de la Cour suprême et renforcer celui du Parlement. Une réforme qui pousse de plus en plus d'Israéliens à envisager un éventuel exil. C'est ce que constate l'organisation Ocean Relocation qui aide depuis 80 ans les personnes souhaitant déménager en Israël ou quitter le pays. Depuis la présentation de la réforme en janvier, le téléphone n'arrête pas de sonner pour des projets de départ. Plus de 100 demandes reçues chaque jour, c'est 4 fois plus que le nombre de sollicitations reçues l'année dernière. Il y a une demande de relocalisation extrêmement élevée depuis Israël, en raison de la réforme judiciaire. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu un tel phénomène par le passé, avec la majorité des demandes concernant la migration depuis Israël et non vers Israël. Selon l'organisation, l'Europe figure en tête des destinations privilégiées. Elle représente 70% des projets de départ depuis Israël. On vous emmène à présent en Syrie où le récent séisme a rendu encore plus précaire la situation des hôpitaux. Dans la région d'Idleb, dernière enclave entre les mains des rebelles, les rares services de cancérologie sont saturés et souvent sans équipement ni médicaments. Beaucoup de patients allaient se soigner en Turquie avant que le pays ne ferme ses frontières aux Syriens, laissant les malades du cancer livrés à eux-mêmes. Dans cet hôpital d'Idleb, le service de cancérologie est à flux tendu au quotidien. Des salles d'attente bondées, les malades et leurs proches doivent parfois patienter pendant des heures dans l'espoir d'avoir des soins, alors que certains patients sont dans un état critique. C'est le cas d'Abdul Rahman. Ce nourrisson souffre d'un cancer du système nerveux depuis sa naissance. Et sans une prise en charge médicale rapide, ses chances de survie sont malheureusement très minces. Mon bébé est vraiment très malade. Son état s'est encore détérioré et chaque médecin que je consulte m'annonce qu'il n'y a pas de traitement pour lui ici. Il ne mange plus, il ne boit plus et il n'arrive plus à marcher. Chaque semaine, je dois aller à l'hôpital pour des transfusions. Comme Abdul Rahman, plusieurs milliers de patients atteints d'un cancer peinent à se faire soigner dans des conditions normales. La guerre civile qui a ravagé la Syrie cette dernière décennie et le récent tremblement de terre ont mis le système hospitalier à genoux.
Les centres comme celui-ci subissent des pénuries de médicaments et d'équipements. Nous avons souvent besoin de scanners pour évaluer comment le patient répond au traitement, mais ces machines ne sont pas disponibles ici. Il y a des cancers qui demandent une chimiothérapie, parfois suivie d'une radiothérapie et d'une nouvelle chimio. Alors beaucoup de patients sont bloqués chez eux avec leur douleur. Il n'y a rien que l'on puisse faire pour eux. Nous les aidons juste à atténuer la douleur et la fin est souvent tragique. Quelques organisations caritatives ont pris en charge une centaine de malades, mais la majorité dépend de l'aide internationale qui arrive au compte-gouttes dans cette enclave rebelle au nord-ouest de la Syrie. Pour résoudre ce problème, il nous faut une intervention de grande ampleur de la communauté internationale. Nous vivons dans un pays qui n'a pas les moyens de répondre aux besoins élémentaires de son peuple. Certains malades se rendaient en Turquie pour avoir des soins, mais depuis le séisme, les autorités ont fermé la frontière aux Syriens. En Égypte, des militantes féministes, des ONG et des membres du Parlement réclament l'amendement de loi jugé discriminatoire contre les femmes. Les textes en question privent les mères veuves de la tutelle de leur enfant mineur et accordent celle-ci à la famille de l'époux décédé, créant ainsi des souffrances en cas de différends familiaux. C'est un débat qui a été ouvert grâce à une série télévisée. On en parle tout de suite avec Thamine El Khitan. Merci d'être avec nous, Thamine. Alors, tout d'abord, que disent les lois égyptiennes à propos de cette tutelle des mineurs en cas de décès du père? La loi principale qui est pointée du doigt ici date de 1952. Elle stipule qu'en cas de décès d'un père, c'est à son père, à lui, que revient la tutelle des enfants mineurs. Et puis si le grand-père décède, la mère, elle peut en effet récupérer la tutelle de ses propres enfants, sauf si leur oncle paternel la réclame. En ce cas-là, la loi lui accorde cette tutelle. Par conséquent, beaucoup de mères en Égypte n'ont pas le droit de gérer les avoirs de leurs propres enfants. Et c'est une situation qui s'étend aussi sur d'autres domaines. Par exemple, une mère veuve n'a pas le droit d'inscrire ses enfants à l'école sans l'autorisation du tuteur. Même chose pour obtenir un passeport, une carte d'identité pour les enfants. C'est donc une situation où presque tout doit se faire sous la supervision du tuteur légal. Alors, comment est-ce que cette nouvelle série Sous tutelle, c'est le titre, aborde ce sujet? Eh bien, elle raconte la vie de Hanan, interprétée par Mouna Zaki. On la voit ici, c'est une mère de 2 enfants dont le mari est un pêcheur. Il décède et Hanan se lance alors dans une lutte longue et douloureuse pour pouvoir élever ses enfants malgré ses difficultés sociales et légales. Elle a aussi un conflit judiciaire contre son beau-frère qui est l'oncle paternel des enfants. Je vous propose d'écouter, de regarder cet extrait. طيب اسم المتوفي ايه؟ عادل عطية السيد. والقصر ياسين وفرح. مظبوط. طيب احنا كده بقى محتاجين الاستاذ عطية السيد اللي هو الجد. ليه؟ أنا أمه. أنا عارف إن حضرتك أمه، بس احنا محتاجين اللي معاه الوصاية على مال القصر اللي هو الجد. يعني إيه الوصاية؟ يعني هو الوحيد المسؤول عن أي فلوس تخص الولاد. وأنا أمهم ما أقدرش؟ إزاي؟ ده أنا أدرى واحدة هم محتاجين إيه. Alors Thamine, depuis la diffusion de cette série, pendant le mois de Ramadan, des voix s'élèvent pour réclamer des amendements légaux. Vous l'aurez compris, cette série se base sur des histoires réelles. Depuis sa diffusion, on a pu lire sur les réseaux sociaux les témoignages de beaucoup d'Égyptiens qui ont perdu leur père quand ils étaient enfants. Eh bien, ils racontent leurs souffrances, les souffrances de leur mère face à cette situation. Et puis, il semble que ces récits ont été entendus jusqu'au Parlement égyptien parce que beaucoup de parlementaires l'ont dit. Ici, par exemple, c'est la sénatrice Riham Afifi qui dénonce une lacune judiciaire. Elle a annoncé avoir présenté une requête officielle pour que cette loi soit amendée. Deux députés égyptiens ont fait de même également. Puis il y a les militantes et les militants des droits humains en Égypte qui n'ont jamais cessé en réalité de réclamer à ce que cette loi soit changée. Nous avons parlé avec l'une d'entre elles, elle s'appelle Aya Mounir. C'est une féministe égyptienne et la fondatrice d'une initiative qui s'appelle Superwomen. Avec ses équipes, elle a pu organiser des veilles sur les séries télévisées de la saison qui vient de se terminer pour voir comment ces séries-là traitaient les droits des femmes. Je vous propose d'écouter.
C'est une magnifique série avec une histoire dense. Elle a poussé des gens qui étaient indifférents à l'origine à sympathiser avec le personnage principal, Hanan, et à se poser des questions comme « Pourquoi on rend la vie des femmes aussi difficile ? Pourquoi on les traite comme des êtres inférieurs, incapables d'assumer la responsabilité financière de leurs enfants, comme elles le font sur d'autres plans ?» La discrimination entre hommes et femmes dans les questions de famille est purement masculiniste. Elle vient du fait que les législateurs étaient des hommes qui vivaient dans une société dominée par les hommes. Les femmes ont été complètement écartées, mais la société a changé. Aujourd'hui, presque un tiers des familles dépendent financièrement des femmes. C'est très bizarre que les femmes soient toujours traitées comme des objets dans les lois civiles et qu'en même temps, dans le code pénal, elles soient traitées comme des citoyennes à part entière et subissent les mêmes punitions. Alors Tamine, cette série n'est pas la première à avoir suscité un débat autour des droits des femmes et même des changements dans la loi en Égypte. Absolument pas la première. Il y a 2 ans déjà, on l'a vu avec la série Le Pendule de Newton, qui a abordé le sujet encore tabou des viols commis par des maris contre leurs épouses. Des voix s'élèvent depuis pour réclamer à ce que ce crime soit inscrit dans le code pénal en Égypte. Mais il y a aussi un autre exemple qui date bien avant cela. C'était en 1975 avec le célèbre film Je veux une solution avec Faten Hamama en tête d'affiche. Le film parlait de l'impossibilité pour les femmes égyptiennes de l'époque de divorcer contre le gré de leur mari. La loi a été changée et ce droit a été obtenu, mais un quart de siècle plus tard. Merci beaucoup Tamine El Khitan, notre chroniqueur dans Express Orient. Merci pour cette chronique. C'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.